Bonjour à toutes et à toutes, nous sommes le 13 septembre 2023, bienvenue sur ma chaîne, on va parler de l'actualité comme on fait tous les matins et tous les soirs, on fait le tour de l'actualité, un maximum d'informations en un minimum de temps et on va parler de FTX, on va parler de la SEC de Grayscale, on va parler de bilan Suez, on va parler de Banana Gum, le robot de Telegram, on va parler de l'alerte de sécurité chez QuenX, on va parler de BinMEX et on va parler de Nasdaq et HDEX. Je ne suis pas en train d'essayer de faire des verres avec EX, mais vous avez vu que dans notre écosystème, on a énormément ça. Et évidemment, on le sait pourquoi. Telegram élargit son offre et on voit tout ça ensemble, mes amis, comme je viens de vous le dire. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Si c'est fait, mille merci. La guerre en Ukraine, toujours là, malheureusement. La guerre en Ukraine, toujours là, et j'ai l'impression que ça risque de durer un petit bout de temps, hein. Bon, et malheureusement, l'autre news qu'on a eu, c'est Maroc, hein, le Maroc, hein, beaucoup de morts, et ça peut nous rendre quand même très très triste, évidemment. Donc une pensée pour eux et toutes les aides qu'on peut avoir, hein, que vous pouvez faire, faut les faire évidemment, hein. On a un marché qui est passé du rouge au vert un petit peu, mais bon, attention, hein, on est très volatile, donc ça change très vite. Le calendrier économique, on va suivre le calendrier économique. Aujourd'hui, le CPI, on attend ça, le CPI est attendu et il y a d'autres news aujourd'hui et demain un petit peu, et là il y a Investing qui nous a fait un petit article là-dessus. Les prévisions relatives aux données sur l'inflation indiquent deux scénarios opposés, ça pose un problème. L'IPC de base pourrait diminuer tandis que l'IPC pourrait augmenter, mais la question reste entière: comment les données réelles affecteront telle la décision de la Fed? Évidemment, on attend cette décision cet après-midi. Et les données sur l'inflation publiées aujourd'hui présentent une situation intrigante avec deux scénarios contrastés. Une augmentation de 0,4% de l'indice des prix de la consommation, l'IPC, est prévue. En revanche, l'indice des prix de la consommation, le l'IPC, mais de base, qui exclut les prix volatiles de l'alimentation et de l'énergie, devrait baisser de moins 0,4%. Donc, cette divergence dans les prévisions ajoute une dimension intéressante à la situation, d'autant plus que la Fed décision se profile le 20 septembre. Donc on va voir tout ça, effectivement, vous voyez, dans les jours à venir, on aura des news, comme je vous l'ai dit. Donc on suit un petit peu ça, on suit tous les discours qu'il y a aussi. On doit suivre tout ça, pourquoi? Parce que le trading dans la journée, dans les 2-3 jours qui suivent, souvent, eh bien, il y a de la volatilité, ça monte, ça baisse. Pourquoi? Il y a des changements de position, il y a des gens qui croient une chose, d'autres qui croient autre chose, ça permet au marché de bouger. Donc les traders, on est très fervents et de ce genre de choses. En revanche, si vous faites du long terme, bon, souvent vous vous en foutez un petit peu, attention, hein, parce que le temps va changer, hein, par la guerre en Ukraine qui peut durer très longtemps. Le reste, les positions changent évidemment. Et nous, on va parler de SBF, comme je vous l'ai dit en premier, hein, SBF, on se souvient bien de la faillite, hein, de l'année dernière, évidemment, ça a marqué vraiment notre marché, et bien c'est toujours en cours, hein, évidemment le procès est toujours en cours, il risque 100 ans de prison, évidemment, notamment pour fraude, hein, mes amis, hein, c'est ce qu'on nous explique un petit peu. On nous explique aussi que les avocats, et en ce moment, ils sont en train de voir, ils essayent d'évaluer les opinions des jurés, savoir s'ils aiment la crypto, s'ils n'aiment pas la crypto, etc., etc. Bon, voilà, je pense pas que ça va changer grand-chose aux erreurs qui ont été faites par SBF en tout cas. Allez, on avance, hein. On va pas rester là-dessus. La SEC aussi, on en parle tous les jours. Évidemment, la SEC, la Security and Exchange Commission, avec Gary Chancellor. Il est, voilà, il a informé les législateurs qu'il était en cours d'examen de la récente décision judiciaire favorable à Grayscale Investment concernant la création d'un fonds négocié en bourse, les ETF, comme on dit, pour le Bitcoin. Cette déclaration a été faite lors d'une audience au comité sénatorial des banques où les sénateurs Bill Hagerty a posé des questions sur les critères et les conditions que la SEC souhaiterait voir pour approuver un ETF Bitcoin, parce qu'on ne sait toujours pas, c'est vraiment les conditions qu'ils veulent, qu'ils désirent. La décision judiciaire en question est intervenue après que Grayscale, une importante société de gestion d'actifs, a poursuivi la SEC suite au rejet initial de son projet d'ETF Bitcoin. En août, 3 juges de la Cour d'appel américain du circuit DC ont statué que la SEC devrait reconsidérer sa décision. Ils ont également souligné une incohérence dans la manière dont la SEC traite les ETF Bitcoin par rapport à d'autres fonds basés sur des contrats à terme. Pardon. Cette décision judiciaire est d'autant plus significative que d'autres grandes
entreprises financières telles que BlackRock et Fidelity ont également déposé des demandes pour créer des ETF Bitcoin. C'est chaud, tout le monde est chaud sur les ETF Bitcoin actuellement, hein. Et certains experts estiment que la décision en faveur de Grayscale pourrait influencer positivement l'issue de ces demandes. Bah, bien sûr, ça on est sûr, hein. Récemment, Grayscale a écrit à la SEC pour solliciter une rencontre espérant obtenir une approbation pour son ETF Bitcoin. Dans cette lettre, les avocats de Grayscale ont souligné l'importance d'une collaboration rapide pour finaliser le processus. Cependant, la SEC dispose encore de plusieurs options, mes amis. Elle peut demander une nouvelle audience avec les mêmes juges, attendre la décision finale du tribunal ou même contester la décision devant la Cour suprême des États-Unis. Donc ça peut durer encore cette affaire-là, hein. Ça peut durer même si on donne des petites dates à longueur de temps. On voit bien que ça bouge et que ça change. Mais on suit ça puisqu'on attend tous les ETF, hein, comme quelque chose de miraculeux, évidemment. Binance.us. Alors, il réduit ses effectifs. Hein. Binance, alors il y a M. Brian Schroeder, précédemment à la tête de Binance US, a quitté son poste au moment où l'entreprise envisage de licencier un tiers de son personnel. Schroeder, qui avait rejoint Binance US en septembre 2021, part à un moment critique pour la branche américaine de Binance, hein, le géant du commerce de dérivés cryptographiques que tout le monde connaît évidemment, et beaucoup de soucis actuellement, hein, évidemment, beaucoup de soucis avec la régulation. Et les régulateurs, suite à cette annonce, un porte-parole de l'entreprise a déclaré que ces mesures étaient nécessaires pour assurer la viabilité financière de Binance.us, tout en évoquant les défis posés par les tentatives de régulation de l'industrie crypto. L'entreprise a déjà dû réduire ses effectifs par le passé, notamment à la suite d'un procès intenté par la Securities and Exchange Commission. Ces problèmes juridiques ont eu un impact significatif sur les opérations de Binance.us, interdisant notamment ses clients d'utiliser des dollars américains, vous vous rendez compte, pour acheter des crypto-monnaies. Évidemment que ça pose un problème. Cette restriction a entraîné une baisse drastique des volumes d'échange de l'entreprise. Par ailleurs, Binance, la société mère qui est basée à l'étranger, a également été confrontée à des défis similaires. Elle a licencié du personnel et a vu plusieurs de ses dirigeants de haut niveau quitter l'entreprise. On dirait qu'ils quittent tous le navire, comme on dit, hein, en cas de naufrage. Et là, c'est quoi l'histoire? C'est vraiment un naufrage pour Binance ou pas? Moi, je ne le pense pas. Mais attention, attention, on reste vachement prudent, puisque on a eu FTX, ça a été la grosse surprise et ça nous a ouvert les yeux sur tout ce qui pouvait se passer à l'intérieur des plateformes sur lesquelles on n'est pas au courant. Évidemment, on ne vit pas avec eux, on ne sait pas ça, donc on reste prudent. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier, c'est ça que je veux dire, je vous répète sans cesse ça. Parmi eux, Patrick Hillman, directeur de la stratégie, qui était l'un des visages publics les plus reconnaissables dans Binance, et Steven Christie, responsable de la conformité, qui n'était pas en poste que depuis de quelques mois. Et évidemment, ils sont partis, ces gens-là ne sont plus là. Donc on se demande toujours pourquoi, encore une fois. Allez, j'avance, on va aller parler de Banana Gomme. Ah, on n'oublie pas aussi Binance. Ah oui, il a offert 3 millions de dollars en BNB aux Marocains, touchés par le séisme. Hein, voilà. Quand je vous parlais des dons, on peut faire des dons évidemment. Et je pense que les Marocains en ont vraiment besoin. Je pense à mes amis qui sont là-bas, évidemment. Allez, le robot, l'équipe de bot, le Banana Con, vide sa trésorerie après un bug de jetons. Alors ça, c'est de la folie douce. Hein. Le robot de Telegram, donc, qui offre aux utilisateurs la possibilité de prioriser les transactions lors des lancements de nouveaux jetons, a rencontré un obstacle majeur, et oui, ça évidemment, lors de son propre lancement de jetons. Au cours des 3 derniers mois, ce bot a gagné en popularité, générant des revenus impressionnants de 500 ETH, soit 750 000 $. L'objectif du lancement du jeton Banana était de partager ses revenus avec ses détenteurs. Le 8 septembre, l'équipe a vendu 2 millions de jetons, hein, pour une somme de 800 ETH, mes amis, en prévente. Cependant, lors de cette prévente, un problème est survenu. Les candidats sur la liste blanche ont pu utiliser plusieurs portefeuilles pour obtenir plus de jetons que prévu. Ça, c'est pas bien. Bien que ce problème ait été corrigé, d'autres complications sont apparues. Après son lancement le 11 septembre, le jeton Banana a connu une hausse rapide, atteignant jusqu'à 8 $ par jeton. Mais cette réussite a été de courte durée, mes amis. Un bug dans le contrat intelligent du jeton a été découvert, empêchant les frais de transaction d'être correctement redirigés et redirigés vers la trésorerie du protocole. Au lieu de cela, ces frais étaient envoyés au portefeuille de l'utilisateur qui initiait la transaction. Vous voyez le gros problème là. Face à ce problème, l'équipe a pris la décision radicale de vendre les jetons qu'elle détenait dans sa trésorerie pour récupérer des fonds et préparer un nouveau lancement. Ouais, cette vente a entraîné une chute brutale de la valeur du jeton, le ramenant à seulement 0,8
0,25 de 8 $. Vous voyez l'histoire. Hein. L'équipe a communiqué ouvertement sur cette situation sur sa chaîne Telegram, exprimant sa déception face à cet échec après un lancement initial réussi. Elle a réussi à sa communauté à qu'elle travaillait à résoudre le problème et qu'elle revient plus forte. Enfin, l'équipe a promis de procéder à un parachutage pour les détenteurs affectés et de rembourser ceux qui ont subi des fortes pertes lorsque la chute du prix du jeton. Lors de la chute du prix du jeton, eh bien, on va voir ça, on va suivre ça de près. C'est pas une mince affaire, hein, donc on va suivre ça vraiment de près, hein, et on en reparle. Donc, Quenex assure aux utilisateurs que les fonds sont en sécurité. On ne parle que de sécurité entre les erreurs et tout ce qui est piratage et truanderie, on va dire. C'est grave, quoi. On a quand même un écosystème qui craint un peu. Comment on peut faire une adoption de masse en ce moment? C'est quand même difficile de dire aux gens, moi qui fais mes vidéos pour ça, pour dire on est dans un écosystème extraordinaire, la blockchain Bitcoin c'est extraordinaire et le reste est extraordinaire. Et dans les news, on a beaucoup de ce genre de choses. Alors, je m'aperçois beaucoup de gens dans l'écosystème préfèrent même pas en parler, voilà, mais ça c'est se mettre la tête dans le sable, donc ça c'est pas bon, vous savez, hein, jouer à l'autruche, hein, la tête dans le sable, hein, ça c'est pas bon, hein, c'est comme ça qu'on prend un coup sur les fesses, mes amis. Hein. Quenex, la plateforme d'échange des crypto-monnaies Quenex, a alerté ses utilisateurs d'une situation préoccupante concernant la sécurité de leurs fonds. Sur les réseaux sociaux, Quenex a partagé avoir observé des retraits anormaux provenant de ces portefeuilles chauds, qui sont des portefeuilles en ligne utilisés pour stocker des actifs d'échange. Alors, face à la situation alarmante, la plateforme a rapidement constitué une équipe d'enquête spéciale pour approfondir le sujet et déterminer l'ampleur de l'accident. Les premières investigations ont révélé que des transactions non autorisées avaient été effectuées touchant spécifiquement les crypto-monnaies ETH, Tron et Matic. Bien que le montant exact des pertes n'ait pas encore été déterminé, une estimation initiale rapportée par The Box suggère que 28 millions de dollars pourraient avoir été détournés. Bon, alors malgré la situation, Quenex a tenu à rassurer sa base d'utilisateurs. D'accord, la plateforme a affirmé que les actifs des utilisateurs demeuraient sécurisés et que toute personne effectuée par ces violations serait intégralement compensée pour ses pertes en guise de mesures préventives. Et pour rectifier la situation, Quenex a décidé de suspendre temporairement les dépôts et les retraits sur sa plateforme. À suivre, vous l'avez bien compris, je pense qu'on en reparlera ce soir sur une autre vidéo. Et BitMEX, société, grosse société, hein, et BitMEX, le PDG de BitMEX, Stéphane Lutz, a souligné l'importance des marchés de prédiction comme outil pour améliorer les stratégies de trading, en particulier dans un contexte de marché baissier. Donc voilà, on a bien compris qu'ils nous offrent un outil, enfin qu'ils nous offrent, qu'ils vont sûrement vendre des outils, etc. Voilà, en tout cas, sous la houlette de l'ancien PDG, Alexandre Honner, hein, BitMEX avait adopté une stratégie orientée vers l'expansion au-delà des produits dérivés, incluant le trading au comptant et d'autres domaines d'activité. Cependant, après plusieurs restructuration et le départ de Hopner en octobre de l'année précédente, la société semble revenir à ses origines. C'était autrefois le leader mondial des dérivés cryptographiques. Ils ont lancé un nouveau produit axé sur la prédiction des marchés. Selon un communiqué de la société, cet outil offre aux traders la possibilité de spéculer sur les résultats d'événements réels, qu'il s'agisse de mouvements de prix dans le domaine des cryptos ou d'événements liés à la culture populaire. À suivre tout ça pour ceux qui sont intéressés, évidemment. Si vous n'êtes pas intéressé, vous allez passer à côté. Sinon, vous allez sous la vidéo, vous avez les liens, vous lirez un petit peu tout ce qu'ils racontent. Hein. Moi, je vous fais des petits résumés de tout ce que je vois sur ces entreprises dont on parle, hein, évidemment. Et là, on a la bourse Nasdaq. La bourse Nasdaq a déposé une demande auprès de la Security and Exchange Commission, de la SEC, pour côté ETF Ethereum proposé par le gestionnaire d'actifs brésilien HDEX. J'en avais déjà parlé, j'en repars. Pourquoi? Parce qu'il y a la course à l'ETF, il y a la course là-dessus. Ils veulent tout ça et vous savez que l'important, ça va être les premiers qui vont être acceptés parce que tout le monde est en FOMO, ils vont partir chez eux. Et ceux qui seront acceptés par la suite, eh ben, ils auront un peu moins de clients. Vous avez bien compris hein, pourquoi aujourd'hui il y a une mouvance autour de ça, pourquoi on en parle dans tous les sens. Allez, je passe, on va parler d'autre chose moins drôle, de Telegram. Si, ça c'est bien, Telegram Messenger, c'est 800 millions d'utilisateurs actifs mensuels, hein, intégré le portefeuille cryptographique auto-conversateur Tomspace, développé par The Open Network. L'annonce a été faite par l'Open Network Foundation, précisant que le portefeuille sera accessible via les
mettre de l'application Telegram. À partir d'aujourd'hui, tous les utilisateurs de Telegram Wallet, un bot permettant d'acheter et de vendre des crypto-monnaies, peuvent accéder à ton espace. Cependant, à partir de novembre, l'accès sera étendu à tous les utilisateurs de Telegram à l'échelle mondiale, à l'exception des États-Unis et de certains autres pays. Vous avez bien compris pourquoi, mes amis, hein. Ce partenariat entre Telegram et la Ton Foundation rapproche-t-on de sa vision originale. Bon, bah c'est bien, hein. On rappelle qu'en 2020, Telegram avait abandonné le projet Ton après y avoir travaillé pendant plus de 2 ans suite à une action en justice, comme d'habitude. La SEC avait poursuivi Telegram pour y avoir levé 1,7 milliard de dollars via une offre initiale de jetons utilisant un token nommé Grams, qu'elle considérait comme une sécurité non enregistrée. Voilà l'ancienne histoire, hein. Bon, la nouvelle histoire maintenant, c'est que ça avance, que l'entreprise avance et qu'ils arrivent à leur fin d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est pas mal quand même, hein. Et là, on a eu un tweet, un X, parce que maintenant on ne peut plus dire Twitter, on doit dire X. Et on a eu un tweet justement de ce monsieur Cheikh-Mat, si vous ne le connaissez pas, il faut aller voir, et qui nous explique un peu que l'éducation des gens dans la crypto-monnaie ont évolué, hein. Et il nous fait voir tout ça justement sur X, il nous fait voir tout ça avec un schéma justement, avec l'endroit où les gens rentraient énormément en crypto en 2017, fin 2017, on a eu un bull run et c'est à ce moment-là que beaucoup de gens sont rentrés pour avoir des pertes par la suite. Donc malheureusement, ils sont rentrés au mauvais endroit, au mauvais moment. Ils étaient là au mauvais endroit et au mauvais moment. Et que maintenant, à partir de 2020, eh bien, que les choses se font un petit peu autrement et que les gens maintenant investissent à d'autres endroits. Évidemment, ils investissent à un autre endroit puisque quand même le marché est tombé énormément. Alors moi, je vais juste dire qu'entre 2017 et 2020, le marché était beaucoup plus calme. Il est arrivé en 2020, il est arrivé sur les 10 000 dollars, et que évidemment que là, beaucoup de gens avaient encore peur, puisque quand même quand on était à 10 000 dollars, on était loin des 20 000, donc la plupart venaient de perdre de l'argent. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le marché a fait un bond. Ce marché-là a fait un bond, il est arrivé à un niveau très haut, 60 000. Beaucoup de gens ont acheté à ces niveaux-là. Moi, j'en connais pas mal qui ont acheté pendant cette montée, parce que s'ils n'avaient pas acheté pendant cette montée, ça ne serait pas parti à 60 000. Hein. Les prix ne sont pas montés comme ça tout seuls. Hein. Donc, c'est parti énormément à ces moments-là. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont perdu. Beaucoup de gens ont quitté carrément l'écosystème. Ça, on ne peut pas dire autrement. Et ceux qui sont restés dedans depuis longtemps, parce qu'il y en a qui ont des mises depuis très longtemps, donc eux, ils sont là, les durs de dur, comme on dit. Hein. Et ceux qui se disent, bon, après tout, cet argent, j'en avais pas besoin, j'ai mis 500 balles, j'ai perdu beaucoup, j'aurais pu gagner, je ne les ai pas pris, j'ai perdu beaucoup, et maintenant on est arrivé beaucoup plus bas. Et maintenant qu'on est arrivé beaucoup plus bas, que les gens, effectivement, il a raison, les gens se sont informés un petit peu. Les gens qui sont rentrés sur le Bitcoin simplement en pensant que c'était un truc révolutionnaire, que ça allait changer le monde en 2 secondes, alors que bon, que ça ne change pas grand-chose dans l'immédiat. Et je suis pour la DeFi, attention, hein, je ne suis pas en train de casser le truc, moi, comme certains et certaines. Hein, je ne suis pas du tout en train de casser ça. Moi, je suis pour la DeFi, je suis pour notre écosystème et tout. Mais ça ne révolutionne pas le monde en 2 secondes, évidemment, et peut-être ça ne le fera jamais non plus. Mais en revanche, la DeFi, finance décentralisée, il y aura ce système qui ne pourra pas être contrôlé par nos banques, par nos bourses, tout ça. Ça existera, même s'il reste minoritaire, ça existera. Et en tout cas, on a bien compris un peu le système, donc ça c'est bien, on s'est éduqué là-dessus, très important, c'est ce que je dis, et je pense que les gens en plus se sont éduqués sur la finance, du coup ils sont rentrés dedans tout doucement. On voit les youtubeurs, moi je suis le youtubeur depuis très longtemps, ceux qui sont là depuis très longtemps, ils ne parlaient pas de marché traditionnel au départ. Ils ne parlaient pas de marché traditionnel. Regardez bien ça, allez voir les vieilles vidéos et voyez les vidéos qu'il y a maintenant. Maintenant, tout doucement, depuis X mois, depuis 2 ans, tout ça, ils se sont mis parce qu'ils ont compris, ils ont bien compris le système. Ils se sont, comme la plupart sont jeunes, comme tous les jeunes. Moi, j'ai été jeune, il m'a fallu un temps pour comprendre les choses et avancer. Hein, maintenant, je fais du marché traditionnel depuis tellement longtemps que j'oublie presque qu'il existe. C'est comme si il est là, quoi. Hein. Mais tous ces gens l'ont appris. Donc c'est normal que maintenant,
on réagisse avec les graphiques. C'est pour ça que je vous dis, apprenez les graphiques. Les gens apprennent maintenant que quand il y a des plus hauts, il y aura des plus bas. Quand il y a des plus bas, il y aura des plus hauts. Une fois qu'on a bien compris les systèmes de bourse, qui sont maintenant plus faciles à apprendre qu'à une époque, quand moi j'étais jeune, quand j'avais 20 ans, c'était dur d'apprendre la bourse. Croyez-moi, c'était très dur. Maintenant, il n'y a rien de plus facile. Donc, on apprend les systèmes. Et là où ce garçon a raison, ce Chet Mattel-là a raison, c'est qu'il y a une éducation qui est en train de se faire et qui se fait. Et l'éducation ne se fait pas que sur la crypto. Il se fait sur le monde financier. Et quand on comprend le monde financier, le Bitcoin et autres crypto-monnaies restent des actifs risqués, hein, ou des actifs numériques, comme on veut, on appellera ça comme on veut, le résultat est le même. Eh bien, maintenant, on apprend à gérer un peu mieux ça. Et maintenant, on a appris qu'il fallait vendre quand c'est très haut et on a appris qu'il fallait racheter quand c'est très bas. Et là, on s'aperçoit, que ça me fait plaisir, parce qu'on voit que la majorité des gens ont un peu compris et qui rachètent maintenant quand c'est très bas. Mais attention, dans tous les acheteurs qu'on a actuellement très bas, on a tout aussi les institutions qui sont arrivées, qui ont bien compris, et les gens qui sont, voilà, ils ont bien compris que le BTC, il va falloir l'acheter, puisque maintenant, il ne va plus mourir. Il pouvait mourir à une certaine époque, maintenant, il ne va plus mourir, il est là, il est bien implanté. Voilà, mes amis, pour tout ça. Donc, vous allez voir cet article, et lié à cet article, il y a Bain Crypto qui a écrit justement par rapport à ça, qui vous a expliqué ça un petit peu plus simplement. Il y a le journal du coin aussi qui vous a fait un petit article là-dessus. Donc allez les lire, comme ça vous aurez d'autres... vous allez voir ce qu'ils vont vous dire, hein. C'est sur la même chose. Hein. Donc voilà mes amis pour ce matin, on se retrouve ce soir sur une autre vidéo. Pour ça, vous abonnez à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné, sinon on se retrouve plus tard. Bye bye, faites attention à vous, soyez prudents.